Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur le très bon début de saison de Christian McCaffrey et de Puka Nacua. Je vous présente quelques corps arrière à repêcher si votre corps arrière se retrouve en congé cette semaine, parce que dès la semaine numéro 5, il y a certaines équipes qui tombent en congé et on doit s'ajuster dans notre fantasy football. Je reviens sur mon top 6 des meilleures équipes et les matchs à surveiller pour la prochaine semaine d'activité dans la NFL. Bonne émission! Pas un, pas deux, pas trois, mais 4 touchés pour Christian McCaffrey, le porteur de ballon vedette des 49ers de San Francisco. Et j'ai le goût de dire enfin. Enfin, parce que ça doit faire environ 4 ans qu'il sort numéro 1 au total dans les repêchages fantasy football. Et à chaque année, il déçoit parce qu'il se blesse. On sait qu'il avait beaucoup de potentiel. Il était extrêmement talentueux. Et avec l'attaque de Kyle Shanahan, enfin, là, on peut dire que Christian McCaffrey est le meilleur joueur fantasy football partout, là, dans tous les modes, que ce soit en mode standard, en mode PPR ou half PPR. Il est vraiment là, excellent. Et là, 4 touchés en fin de semaine contre les Cards de l'Arizona, 3 au sol, 1 par la passe. Il a couru plus de 100 verges au sol, a fait des réceptions pour plus de 70 verges par la passe. Vraiment, là, a été excellent sur toute la ligne. Et je me mets à la place de tous ceux là, qui ont sacrifié un choix de premier tour dans les dernières années pour repêcher Christian McCaffrey. Et à chaque année, il se blessait à la semaine numéro 4 et 5 ou 6 et ne performait pas à la hauteur des attentes. Là, on peut dire qu'enfin, là, il est parti, Christian McCaffrey. Et il pourrait même, avec ce rythme, s'emparer du titre de joueur par excellence de la Ligue nationale de football. Un titre qui est remis là, habituellement au corps arrière. Très peu dans l'histoire, on a eu des porteurs de ballon, mais Christian McCaffrey avec les 49ers de San Francisco prend vraiment là, une sérieuse option là, sur ce titre et ça serait vraiment intéressant pour la Ligue et pour la position de porteur de ballon justement que McCaffrey réussisse à aller chercher ce grand honneur là, qui ferait en sorte que peut-être que les porteurs de ballon, on les respecterait davantage au niveau des négociations, mais pour l'instant, là, on lui souhaite que de la santé pour McCaffrey parce que lorsqu'on lui donne le ballon là, entre les mains, il est capable de faire des choses incroyables qu'il est le seul à réaliser sur le terrain. Donc vraiment, là, je me mets à la place des joueurs de fantasy football qui l'ont repêché, qui doivent se dire vraiment, là, enfin, là, on a frappé le coup de circuit avec Christian McCaffrey. L'autre joueur que je voulais vous parler, c'est Puka Nacua, la recrue, le receveur recrue des Rams de Los Angeles. Dans l'histoire, les 2 meilleures saisons pour des receveurs de passe, c'est Cooper Kupp en 2021 qui avait jusqu'à maintenant, là, après 4 matchs, avait accumulé 431 verges. Et il y avait Megatron, Calvin Johnson, le receveur vedette des Lions de Détroit en 2012, qui, après 4 rencontres, avait accumulé 423 verges. Pour l'instant, Puka Nacua, après 4 rencontres de sa saison recrue, à plus de 500 verges par la voie des airs. Donc vraiment, là, il est sur le chemin là, de connaître toute une saison. Et même avec le retour de Cooper Kupp dans les prochaines semaines, je crois que Puka Nacua pourrait quand même garder le rythme. Peut-être pas autant de verges, mais pourrait accumuler plus de 100 verges à chaque rencontre avec Cooper Kupp. Ça serait un one-two punch du côté des Rams de Los Angeles parce que Nacua et Cooper Kupp ne jouent pas vraiment à la même position. Les deux sont des receveurs de passe, mais Cooper Kupp a tendance à être un peu plus sur les extrémités et Puka Nacua en position slot. Et il peut également là, être en position de receveur éloigné sur les extrémités. Donc vraiment, là, je crois qu'il pourrait compléter ce duo. Donc Nacua et Cooper Kupp pourraient être vraiment là, des armes très dangereuses dans l'offensive de Sean McVay. Mais quand même, pour l'instant, avec les Rams de Los Angeles, le receveur recru connaît vraiment tout un début de saison. Et si vous avez eu le flair de le repêcher,
ou du moins d'aller le chercher dès la première semaine d'activité, vous avez assurément fait un très bon coup. Dans un de mes pools, je l'ai dans mon équipe et dans ma formation et je vous dirais qu'il est sur ma formation partante depuis la semaine numéro 2 ou semaine numéro 3, là, sans exception, parce que Puka Nacua connaît vraiment de très bons matchs. Il ne connaît peut-être pas les statistiques que l'on souhaiterait là, au niveau des touchés, mais au niveau des verges par la voie des airs, il est assurément là, dans les meilleurs de la Ligue nationale de football jusqu'à maintenant, après 4 parties. Quand même, c'est déjà le quart de l'année de la NFL qui vient de se disputer et on commence vraiment à avoir une sérieuse option, là, une sérieuse vision, à vrai dire, sur les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de football cette année. Les joueurs à recruter maintenant aux agents libres pour la semaine numéro 5, s'il y a toujours un des 2 receveurs des Texans de Houston, que ce soit Nico Collins ou Tank Dell, sauter sur l'occasion. Je sais que par contre, dans plusieurs ligues, les 2 joueurs ont été recrutés dans les dernières semaines, là, après avoir connu justement là, de très bons matchs. Collins vient de faire encore plus de 20 points là, au niveau des fantasy et Tank Dell est quand même un peu plus constant. Donc vraiment, là, les 2 receveurs de passe connaissent un très bon début de saison avec les Texans de Houston. On n'aurait pas cru que Houston aurait eu des bons joueurs au niveau des fantasy football, à l'exception de Dameon Pierce, le porteur de ballon, mais vraiment, on peut, avec l'acquisition de CJ Stroud, on peut compter sur 2 bons receveurs de passe qui vont chercher leur part de points. Donc vraiment, là, des receveurs de passe qu'on peut facilement mettre en position flex et je n'ai aucun problème avec cette décision. Donc vraiment, si vous avez encore Nico Collins ou Tank Dell qui sont disponibles dans les agents libres, pourquoi pas sauter sur l'occasion et d'aller les chercher pour votre formation partante dans les prochaines semaines. Surtout qu'on a, selon moi, là, un match-up avantageux, là, un duel contre les Falcons d'Atlanta. Oui, je sais qu'Atlanta a quand même eu une bonne défensive contre le jeu aérien, mais je crois que CJ Stroud, combiné avec Nico Collins et Tank Dell, pourront aller chercher leur part de points justement contre les Falcons d'Atlanta. L'autre joueur que je voulais vous parler, c'est Christian Watson, un joueur qui a été blessé jusqu'à maintenant dans la Ligue, mais qui est revenu au jeu la semaine dernière, n'a pas vraiment été ciblé lors de la dernière semaine d'activité avec les Packers de Green Bay, mais il va être ciblé contre les Raiders de Las Vegas. Je sais que dans la plupart des ligues, il est déjà repêché, mais s'il y en a qui ont déjà lancé la serviette sur Christian Watson en raison de sa blessure, je sais que dans certains pools, on a des emplacements pour les joueurs blessés, mais dans d'autres, on n'en a pas. Donc souvent, lorsqu'on a une blessure, on est comme un peu forcé de le laisser aller et espérer de le récupérer à temps lorsqu'il reviendra au jeu. Donc si un de vos adversaires a décidé de libérer Christian Watson, sautez sur l'occasion, allez le chercher parce que Watson, avec un Jordan Love qu'on a vu qui était beaucoup plus en confiance qu'on le penserait là, au début de la saison, donc pourrait faire des verges très importantes là, au niveau du jeu de passe des Packers de Green Bay, surtout avec la vitesse de Watson. Et on a un Jordan Love qui a quand même un bon bras, donc pourra le cibler là, pour des jeux de 15-20 verges ou plus. Donc, il pourrait être payant, Christian Watson, mais j'ai regardé là, ce matin et je vois que dans 80% des ligues, là, il est déjà repêché et recruté. Mais quand même, si vous faites partie là, des 20% des ligues où il est toujours disponible, sautez sur l'occasion, allez repêcher Christian Watson, le receveur, jeune receveur des Packers de Green Bay. Là, il est à sa 2e saison avec la formation de Matt LaFleur. Parlons maintenant des corps arrière, parce que je sais, depuis le début de la saison, je vous parle souvent des receveurs à cibler ou des porteurs de ballon, mais là, on commence à entrer dans la portion du calendrier où on a des semaines de congé. En ce moment, là, pour la semaine numéro 5, il y a 4 corps arrière qui vont être en congé. Justin Herbert, qui est sans doute votre corps arrière partant si vous l'avez là, dans vos ligues fantasy football. Deshaun Watson également, là, je l'ai vu partir dans plusieurs ligues de fantasy football. Geno Smith et Baker Mayfield, 2 corps arrière qui sont des corps arrière suppléants dans vos ligues de fantasy football. Donc, si vous avez un de ces 4 corps arrière et vous souhaitez justement là, en recruter un pour la semaine numéro 5 pour le faire partir seulement une semaine
ou 2, dépendamment s'il connaît vraiment une très bonne semaine. Je vous ai décidé de sortir 3 corps arrière qui pourraient être vraiment une belle option de rechange pour la semaine numéro 5. Le premier, j'en ai glissé un mot un peu plus tôt, CJ Stroud, corps arrière recrue des Texans de Houston, va affronter les Falcons d'Atlanta et connaît jusqu'à maintenant un très bon début de saison. Peut-être le meilleur début de saison pour les corps arrière recrues avec Anthony Richardson des Colts d'Indianapolis, mais on savait que Richardson serait sûrement un corps arrière très mobile, donc payant pour les fantasy football. CJ Stroud, on pensait qu'il serait pas très payant parce que c'est un corps arrière qui aime rester dans sa pochette, protégé, lance des petites passes, mais finalement est très efficace avec l'équipe de Houston. Donc CJ Stroud contre les Falcons d'Atlanta, dans un de mes fantasy football, je tente d'aller le chercher justement pour combler la perte de Justin Herbert qui va se reposer pour une semaine en raison de son calendrier. Son équipe est en bye, donc a une semaine de congé. L'autre corps arrière que j'ai décidé de vous présenter, c'est Jordan Love. Jordan Love affronte les Raiders de Las Vegas. Je sais qu'après son début de saison, il y a plusieurs directeurs de fantasy football qui ont décidé d'aller chercher justement Jordan Love comme bon corps arrière suppléant, même corps arrière partant avec des statistiques qui sont très intéressantes depuis le début de la saison, mais s'il est toujours disponible et vous êtes justement en semaine de congé avec votre corps arrière numéro 1, si vous aviez justement Justin Herbert, pourquoi pas aller chercher Jordan Love et lui le faire partir contre les Raiders de Las Vegas. Et l'autre corps arrière, je sais, ça va être très surprenant, mais après son match contre les Chiefs de Kansas City pour un match du dimanche soir, je crois que c'est une belle option pour justement le faire partir, lui donner un match. C'est Zach Wilson des Jets de New York. Il affronte les Broncos de Denver. Les Broncos de Denver n'ont pas une bonne défensive cette année, accordent beaucoup de longs jeux. Et Zach Wilson, avec les Jets de New York, je sais qu'on va être tendance à donner des jeux au sol à Breece Hall et à Dalvin Cook, mais Denver a quand même un bon jeu, une bonne défensive contre le jeu au sol. Donc, Zach Wilson pourrait être forcé à lancer le ballon et a quand même une bonne chimie avec Garrett Wilson et pourrait vous donner assez de points pour justement pas vous faire perdre la rencontre. C'est souvent ça qu'on veut avec un corps arrière suppléant. On sait qu'avec un Patrick Mahomes ou un Josh Allen ou même un Jalen Hurts, le corps arrière peut vous faire gagner une semaine de fantasy football à eux seuls. Mais lorsqu'on a un corps arrière suppléant ou un corps arrière de second plan comme un Zach Wilson, un CJ Stroud ou un Jordan Love, à la limite un Deshaun Watson, on ne veut juste pas qu'il vous fasse perdre la semaine d'activité, qu'il vous fasse une semaine avec 3-4 points ou même dans certaines ligues, j'ai vu un Deshaun Watson à la semaine numéro 3, je pense, d'activité, donner un résultat négatif. Donc, c'est vraiment assez minable comme performance. Donc, un Zach Wilson contre les Broncos de Denver, je crois qu'il peut facilement vous donner un 14 points, 15 points, une performance assez bonne justement pour vous donner une chance de remporter votre semaine d'activité dans votre ligue de fantasy football. Donc, si vous avez un Justin Herbert, un Deshaun Watson, un Geno Smith ou un Baker Mayfield qui tombe en semaine de congé, je vous propose 3 corps arrière. CJ Stroud qui affronte Atlanta, Jordan Love qui affronte Vegas et Zach Wilson qui affronte Denver. Continuons de parler de Zach Wilson. Après la rencontre du dimanche soir sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui ont critiqué le travail de Rodney Harrison, qui travaille sur l'équipe de commentateurs justement pour le match du dimanche soir. Et il a fait des propos assez misérables contre Zach Wilson. Il a tenté de faire dire à l'ailier défensif vedette des Chiefs de Kansas City que Zach Wilson n'était pas un bon corps arrière dans la ligue. On ne se comptera pas d'histoire, Zach Wilson n'est pas un Patrick Mahomes,
n'est pas un Josh Allen, n'est pas un Jalen Hurts, et la liste est longue. Il fait sûrement partie là, des 10 moins bons corps arrière de la Ligue nationale de football. Mais je ne crois pas que c'était à Rodney Harrison, surtout après une belle performance de Zach Wilson, sans doute sa meilleure depuis la dernière saison, ou au moins là, depuis son arrivée là, dans la Ligue nationale de football. Donc, il avait connu un bon match, oui, a fait quelques erreurs et a fait des erreurs coûteuses, dont son échappé là, contre les Chiefs de Kansas City. Résultat, il a perdu la rencontre en raison de cette erreur. Mais quand même, Zach Wilson a montré qu'il était capable de faire de bons jeux sur le terrain, n'est pas un joueur vedette dans la Ligue nationale de football, mais c'était quand même un peu là, misérable de faire des propos de Rodney Harrison. Mais bon, je voudrais corriger quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est pas aux journalistes de donner son opinion ». Ça, c'est vrai. Mais Rodney Harrison n'est pas un journaliste. Il est justement un ancien joueur de la Ligue nationale de football. Il est justement un commentateur. Son but, c'est donner son opinion sur la rencontre. Peut-être que dans sa manière d'interviewer le joueur vedette des Chiefs de Kansas City, Chris Jones, c'était un peu assez bas, là, je vous dirais, là, comme tentative de lui faire dire à Chris Jones que Zach Wilson était un corps arrière mauvais dans la ligue, mais quand même, Rodney Harrison n'est pas un journaliste. Pour être un journaliste, là, je le suis dans les cadres de mes fonctions là, avec TVA Nouvelles. On est neutre, on ne doit pas donner notre opinion. C'est au rôle des chroniqueurs, des commentateurs de donner leur opinion. Et il faut différencier justement là, un commentateur à un journaliste. Les journalistes sont sur le terrain à couvrir justement les activités, ne sont pas à faire des entrevues là, un peu sensationnalistes, un peu à la Rodney Harrison, comme on a vu lors du match de dimanche soir. Donc, je voulais seulement là, vous parler de cette discussion là, parce que ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et je voulais distinguer là, les propos de Rodney Harrison au métier de journaliste, mais également, je voulais évaluer là, le travail de Zach Wilson. Je crois que tout le monde le sait que Zach Wilson ne fait pas partie de l'élite dans la Ligue nationale de football. Il est encore jeune, il peut nous faire mentir par la suite, mais quand même, il a beaucoup de pain sur la planche pour nous faire mentir et pour faire mentir justement les propos de Rodney Harrison. Mais quand même, après un bon match, on aurait pu tout simplement lever son chapeau à la performance de Zach Wilson parce que pour une première fois cette année, il a démontré qu'il avait quand même quelques capacités à devenir un corps arrière numéro 1 dans la Ligue nationale de football. Donc, on aurait pu miser sur ça au lieu de tenter de le rabaisser dans une entrevue avec l'ailier défensif Chris Jones des Chiefs de Kansas City. Un autre sujet que je voulais vous parler, c'était la performance ou une autre piètre performance de la part du coordonnateur offensif des Steelers de Pittsburgh, Matt Canada. Je crois qu'il est sur la corde raide avec les Steelers de Pittsburgh. Beaucoup de partisans le souhaitent depuis des mois que Matt Canada soit renvoyé. Je voulais vous sortir quelques statistiques. Il a commencé ses fonctions en 2021. Les Steelers avaient la 21e meilleure attaque en termes de points par rencontre. 21e, ce n'est pas excellent, mais quand même, c'est sa meilleure saison, Matt Canada, avec les Steelers de Pittsburgh. Depuis, en 2022, 26e meilleure attaque et cette année, c'est la 29e meilleure attaque. Et on ne peut pas dire que les Steelers n'ont pas de joueurs vedettes à l'attaque. On a quand même deux bons receveurs de passe, Deontay Johnson et George Pickens. Il y a également un des meilleurs porteurs de ballon, du moins lorsqu'il est arrivé dans la Ligue, on pensait que Najee Harris serait un des meilleurs, un top 5 dans la Ligue nationale de football. Et il montre encore aujourd'hui qu'il a les capacités pour devenir un porteur de ballon vedette dans la Ligue nationale de football. Donc, on avait quand même trois bons joueurs à des positions cruciales au niveau des Steelers de Pittsburgh et on n'est pas en mesure de justement mettre beaucoup de points au tableau indicateur. Une chance qu'on a une des défensives, les meilleures défensives de la Ligue nationale de football parce que les Steelers, ça ferait longtemps qu'ils seraient vraiment là, dans la cave des équipes de la Ligue nationale de football. Donc, Matt Canada là, pourrait très bien perdre son emploi. Là. Je vous dirais que si on perd en fin de semaine contre les Ravens de Baltimore ou on perd dans les 2 prochaines semaines, Matt Canada pourrait perdre son emploi.
C'est rare que je parle d'entraîneur, mais vu que j'ai parlé de Matt Canada qui risque de perdre son emploi au cours de la saison, je vous ai sorti d'une autre liste 3 autres entraîneurs, cette fois-ci des entraîneurs-chefs qui risquent de perdre leur emploi d'ici la fin de la saison. Le premier, c'est Brandon Stanley des Chargers de Los Angeles. Ça fait déjà quelques mois que son nom circule pour des rumeurs de renvoi. Il a toute une formation. Je vous en ai parlé depuis le début de la saison. Il a Justin Herbert, donc il a des armes au niveau de l'attaque. Avec Keenan Allen, on avait un Mike Williams, un Austin Ekeler. Oui, il y a des blessés au niveau de l'attaque, mais ça reste qu'il a tellement de profondeur avec de bons receveurs de passes et surtout un corps arrière vedette dans la ligue. Il peut se vanter parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'entraîneurs qui ne voudraient pas avoir un Justin Herbert dans son équipe. Et en plus, on a une défensive où on a des joueurs vedettes. On a, entre autres, un des frères Bosa, Khalil Mack également. On a signé à gros prix J.C. Jackson il y a 2 ans dans la tertiaire. On a vraiment des joueurs vedettes des deux côtés de la formation, tant au niveau de l'attaque que au niveau de la défensive. Donc, on doit remporter. Et qu'est-ce qui fait mal à Brandon Stanley? C'est qu'on a engagé cette année un coordonnateur offensif qui est excellent. C'est l'ancien coordonnateur des Cowboys de Dallas lors de la dernière saison. Il est jeune et je le vois très bien, justement, ce coordonnateur le remplacer d'ici la fin de la saison parce qu'au niveau de l'attaque, ça fonctionne avec les Chargers. C'est plutôt au niveau de la défensive. Et Brandon Stanley, c'est un entraîneur qui a un bagage au niveau défensif. Donc, il est censé améliorer la défensive avant l'offensive et pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'autre entraîneur que je voulais vous parler, c'est Josh McDaniels. Ça me fait un peu mal au cœur de vous dire ça parce que c'est un ancien patriote, mais c'est son 2e séjour en tant qu'entraîneur-chef et ça semble pas fonctionner. Avec les Raiders de Vegas, on est allé chercher plusieurs bons joueurs. Lorsqu'il est arrivé, on a signé Davante Adams. On avait un Derek Carr également qui semblait être en bonne forme. Finalement, après une saison, on se débarrasse de Derek Carr pour aller signer un Jimmy Garoppolo. Et là, Jimmy Garoppolo fait un Jimmy Garoppolo de lui-même et se blesse. Résultat, il se retrouve avec un corps arrière, peut-être avec beaucoup moins de talent au niveau de son équipe. Et les victoires ont de la difficulté à s'enchaîner au niveau de Vegas. Pourtant, on est toujours dans la rencontre, mais on ne réussit pas à aller chercher justement les points suffisants pour remporter la rencontre. Donc, Josh McDaniels, peut-être j'ai tendance à dire qu'on va lui donner une autre chance, peut-être un début de l'année prochaine pour essayer de replacer sa fiche, mais s'il n'a pas de résultat dans les prochains 12 mois, assurément, il va devoir se trouver un nouvel emploi. Et le dernier, c'est sans surprise l'entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Eberflus. Vraiment, ne connaît pas de succès avec la formation de Chicago. Et Chicago, c'est un gros marché de football. La pression est forte. La pression est forte envers Justin Fields, mais elle est forte également envers l'entraîneur qui ne réussit pas à remporter des matchs. Et des fois, il y a des décisions un peu douteuses. Entre autres, en fin de semaine, on a tenté d'y aller avec un 4e essai et 1. Et pourtant, on était dans une zone où on aurait pu tenter un placement et se donner une avance de 3 points. Finalement, on va en 4e et 1. On rate notre tentative. Les Broncos récupèrent le ballon, vont faire un placement et se sauvent avec la victoire. Donc vraiment pour l'entraîneur-chef des Bears de Chicago, lui aussi, il est sur la corde raide et pourrait perdre son emploi. Si j'avais un petit 2$ à mettre, si c'est pas Matt Canada, selon moi, c'est l'entraîneur-chef des Bears de Chicago qui va perdre son emploi. On risque de recommencer le processus à zéro. On risque de repêcher un nouveau corps arrière à la fin de la saison, engager un nouvel entraîneur également, vraiment rebâtir à zéro pour la formation des Bears de Chicago parce que même si on a tenté d'aller chercher des bons joueurs durant la saison morte, on dirait que ça ne fonctionne tout simplement pas pour l'un des plus gros marchés, je vous le rappelle, de la Ligue nationale de football. Et on termine la semaine en vous présentant le top 6, mon top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football.
il y a eu quand même là, quelques matchs là, qui ont retenu mon attention, entre autres un match entre les Bills et les Dolphins, et vous l'avez sûrement deviné, avec la victoire des Bills, on a réussi à devancer les Dolphins, mais bon, je ne veux pas vous donner trop d'informations tout de suite. Commençons avec la 6e position pour mon top 6, les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs de Kansas City, c'est toujours une équipe redoutable, avec un Patrick Mahomes, un Travis Kelce, un Andy Reid qui est très original au niveau de ses concepts de jeu à l'attaque, mais a quand même eu de la difficulté contre les Jets de New York. Par contre, un match sur la route, un match où Patrick Mahomes ne connaît pas sa meilleure rencontre, on peut se le dire, là, a été vraiment très décevant, mais quand même va chercher la victoire. C'est toujours bon. Les bonnes équipes réussissent, malgré des mauvaises performances, à aller chercher la victoire et c'est pour ça que les Chiefs de Kansas City se retrouvent en 6e position de mon top 6. 5e position, les Dolphins de Miami. C'était la position numéro 1 lors des dernières semaines dans mon top 6, mais là, avec la défaite contre les Bills, je n'avais pas le choix. Il fallait qu'ils descendent dans mon top 6. Malgré une attaque explosive depuis le début de l'année, on s'est rendu compte qu'un match un peu plus difficile, un match d'hommes contre les Bills de Buffalo, c'était plus difficile. La guerre de tranchée là, était plus compliquée. On a perdu la guerre de tranchée, selon moi, là, contre les Bills. C'est un match plus robuste. Hein. On sait que les Dolphins, avec leurs joueurs vedettes, la rapidité, on dirait que c'était une équipe qui axe sa formation un peu plus sur la finesse, hein, des jeux spectaculaires. Mais lorsqu'on a affronté une équipe justement un peu plus robuste, avec une bonne défensive, c'était plus compliqué. Faut pas oublier que les Dolphins, oui, on a réussi à mettre 70 points au tableau indicateur contre les Broncos de Denver, mais contre les Patriots, une équipe défensive, c'était plus difficile. On a mis un peu plus de 20 points. Contre les Bills, une équipe qui a encore une bonne défensive, 20 points. Donc, malgré une attaque aussi explosive que les Dolphins de Miami, quand on affronte justement des bonnes défensives, c'est vraiment plus difficile à l'attaque de faire beaucoup de points. Numéro 4, les Bills de Buffalo, 48-20 contre les Dolphins. Ça mérite de s'incruster dans le top 6 justement des meilleures puissances. Et depuis 2 matchs, Josh Allen a vraiment pris l'équipe sur ses épaules, a été dominant, il est gros, massif, il est vraiment plus fort que les autres joueurs qui se retrouvent en défense des équipes qu'il affronte depuis le début de la saison. Et lorsqu'il décide justement que c'en est assez et qu'il veut remporter un match, il est capable de transporter son équipe. Il l'a fait contre les Commanders de Washington et il l'a fait encore une fois cette semaine contre les Dolphins de Miami. Position numéro 3, les Ravens de Baltimore a eu un match là, exemplaire contre les Browns de Cleveland. Cleveland avait quand même une des meilleures défensives depuis le début de l'année et on a réussi à inscrire 28 points sans accorder de toucher. Donc vraiment 28-3 pour les Ravens contre les Browns. Oui, il y en a certains qui vont dire les Browns jouaient sans Deshaun Watson, les Browns jouaient sans Nick Chubb, mais quand même, on affrontait une défensive élite dans la Ligue nationale de football et on a été en contrôle du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Donc 28-3 pour les Ravens, ça mérite une 3e position. Position numéro 2, les Eagles de Philadelphie. C'est un match serré en fin de semaine contre les Commanders de Washington. On a eu chaud, on a eu même très chaud. On l'a remporté en prolongation, mais quand même, les Eagles sont invaincus jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de football. Pas de raison pour eux de descendre dans mon top 6. C'est pour ça que je leur donne la 2e position du top 6. Et finalement, numéro 1, 49ers de San Francisco. Brock Purdy ne sait tout simplement pas perdre un match de saison régulière. Un match qu'il finit, il est imbattable. Brock Purdy, c'est pas le corps arrière le plus spectaculaire, mais il réussit avec une attaque avec Kyle Shanahan et des outils majeurs avec Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Christian McCaffrey. C'est vraiment là une attaque explosive, sans parler de la défensive qui est tout aussi excellente. Donc vraiment, les Niners est la meilleure formation de la Ligue nationale de football. Par contre,
Ça va être intéressant en fin de semaine parce qu'on affronte un véritable défi en affrontant justement les Cowboys de Dallas. Justement, Dallas, malgré une performance incroyable, je n'ai pas réussi à les placer dans mon top 6, mais assurément, si j'avais une 7e position, les Cowboys de Dallas. Bon, je termine l'émission en vous parlant des matchs à surveiller parce qu'en fin de semaine, on a sûrement la meilleure horaire de football depuis le début de la saison. À partir de 9h30, on a un match Jaguars-Bills, deux équipes qui aspirent à terminer premier de leur division. Ça va être très intéressant. Un match également en territoire nerd, donc pas d'avantage sur le terrain au niveau des partisans, parce qu'on sait, lorsqu'on joue des matchs à Buffalo, la foule, elle est très bruyante et c'est un avantage pour jouer à Buffalo si on est les Bills. Et si on joue à Jacksonville, la foule est beaucoup moins bruyante. Donc, même les matchs à domicile pour les Jaguars, on n'a pas vraiment l'avantage de la foule, contrairement à si on jouait à Buffalo. Donc, c'est un match très intéressant de jouer en territoire neutre du côté de l'Angleterre, Jaguars-Bills. Et pour moi, là, ça va vraiment être le match qui va montrer aux Jaguars s'ils sont vraiment une équipe redoutable dans la Ligue nationale de football. Même chose pour les Bills après une très belle victoire contre les Dolphins. Si on réussit à enchaîner une autre victoire contre les Jaguars, on va assurément grimper dans le top 6 de la semaine. À partir de 13h, on a un match entre deux rivaux de section, les Ravens et les Steelers. Je vous parlais que justement la performance des Steelers risque de dicter l'avenir de Matt Canada, le coordonnateur offensif des Steelers, mais également pour les Ravens. On veut remporter un autre match de division. On a une bonne fiche. On a réussi à battre les Bengals, les Browns, deux rivaux de section. Maintenant, il faut battre les Steelers si on veut continuer et aspirer à terminer premier de cette division assez relevée dans l'américaine. À 16h25, match entre les Chiefs et les Vikings. Les Chiefs vont devoir performer. Mahomes va devoir mieux jouer que contre les Jets parce que l'attaque des Vikings est assurément plus dynamique que l'attaque des Jets. Et les Vikings également doivent aller chercher une surprise, doivent battre les Chiefs si on veut se repositionner dans une place pour aspirer aux séries d'après-saison parce qu'avec une défaite, on se placerait là à une position de 1 victoire et 4 défaites. Et là, ça commence à être beaucoup plus corsé pour la formation du Minnesota. Donc, on doit aller chercher une victoire. À 2 victoires, 3 défaites, rien n'est joué. Et il reste encore plusieurs matchs dans la saison pour aspirer aux séries d'après-saison. Et on termine la journée du dimanche avec le match du dimanche soir entre les Cowboys et les 49ers. Assurément, ça va être le meilleur match du dimanche soir depuis le début de la saison parce qu'on a eu quelques dégelés dans les matchs du dimanche soir. On se rappelle, les Cowboys avaient vraiment pulvérisé les Giants de New York. Mais maintenant, contre les 49ers, on a deux excellentes défensives qui s'affrontent et on a des attaques qui sont quand même très bonne. Les 49ers ils font assurément partie de l'élite au niveau de l'attaque. Et les Cowboys, dans les dernières années, on a toujours mentionné que c'était une très bonne attaque, même une meilleure attaque qu'une défensive. Depuis l'arrivée de Micah Parsons, la réputation des Cowboys a changé un peu, mais quand même, les Cowboys auront beaucoup de travail pour remporter leur match contre les 49ers. Et ce sera un véritable test pour l'attaque de Dak Prescott. CeeDee Lamb et Tony Pollard devront connaître un très bon match. Voilà ce qui termine l'émission Fanball. Merci de m'écouter cette semaine. Je vous rappelle que j'ai une page Instagram depuis déjà quelques semaines où je dépose des vidéos concernant des petits conseils pour votre fantasy football. Donc, c'est super simple. Dans l'outil de recherche sur Instagram, vous avez simplement à marquer Fanball _ le balado et vous allez trouver le lien pour suivre la page Instagram de Fanball. Voilà ce qui complète l'émission. Je m'appelle Philippe Bessette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout un très bon football. Mettez votre cadran en fin de semaine parce qu'on a un match dès 9h30. Un match qui va se jouer en Angleterre entre les Jaguars et les Bills. Et on devra surtout ajuster votre formation de fantasy football avant justement dimanche matin. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine.